Bonjour à tous, alors aujourd'hui on boit rien parce que j'ai eu totalement la flemme de me préparer un thé pour cette vidéo. Et on va parler donc de mes lectures du mois de février. Ouais, la vidéo elle arrive un peu tard, mais comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Du coup, au niveau de mon bilan, parce que du coup au mois de février, j'avais prévu de participer au challenge de Audrey du Souffle des mots, Petit mois, petite lecture. Au niveau de mon bilan, c'est pas foufou, j'avais prévu, il me semble, 5 lectures, je crois. 5 livres, ouais. Et j'en ai lu 2, et il y en a un que j'ai abandonné dans le lot. Donc voilà, et sinon, grosso merdo, niveau de lecture, c'était quand même un super bon mois. J'ai eu un gros coup de cœur sur un des ouvrages que j'ai lu ce mois-ci. Et j'ai découvert un auteur que je pense suivre hyper assidûment une fois que j'aurai un peu plus les moyens de m'acheter ses livres. Bon allez, je vous fais pas patienter plus longtemps, et on commence tout de suite avec du coup les livres du Petit mois, petite lecture. Donc c'est les 3 ouvrages que j'ai lus, dont celui que j'ai abandonné. Donc pour finir le mois, ouais, je fais pas par ordre chronologique, sinon c'est pas drôle. Pour finir le mois, j'ai lu Bâle de Bertolt Brecht. Du coup, c'est une pièce de théâtre, c'est sa première, il me semble. Ça fait hyper longtemps que je voulais la lire et que je m'étais jamais donné l'occasion de le faire. Donc voilà, on y suit de manière un peu décousue la vie d'un jeune poète, Bâle, qui noie clairement sa vie dans le schnapps, le sexe et la poésie. Grosso merdo, si vous la lisez, c'est à peu près tout ce que vous allez y trouver. Du coup, on est vraiment dans une pièce qui rappelle le Sturm und Drang, qui est du coup un courant littéraire allemand de la fin du 18e siècle, excusez-moi. Dont voilà, c'est grosso merdo, c'est le vide existentiel, la poésie, l'être tiraillé entre la pulsion de vie et la pulsion de mort. Voilà, c'est vraiment un courant qui nous parle de tout ça, de mort, de vie, de malheur, de puissance des sentiments, et c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve énormément dans cette pièce. Et c'est d'ailleurs assez simple de faire un parallèle entre la figure de Bâle et de Rimbaud, qui, l'un comme l'autre, partagent cette fascination pour la poésie, cette énergie de la jeunesse, ce fait de brûler un peu la vie par les deux bouts. Je pense que je pourrais pas dire que j'ai vraiment aimé cette pièce, enfin que je l'ai adorée ou quoi que ce soit. J'ai passé un très bon moment de lecture. Les traductions de l'Arche, elles sont toujours excellentes. Si vous voulez lire des auteurs comme Brecht, je vous invite vraiment à le faire dans les traductions de la maison d'édition de l'Arche. De toute manière, je crois qu'il est publié que chez eux. Et donc voilà, c'est aussi intéressant de voir chez Brecht quelque chose de plus jeune, de moins politique, de quelque chose qui touche un peu plus à l'existence. Donc voilà, pour celles qui connaissent pas cet auteur ou qui l'apprécient pas trop, je pense que c'est une bonne pièce pour commencer, pour vraiment rentrer dans son univers, mais après ça reste quand même assez loin de ce qu'il aura fait plus tard. Donc ensuite, j'ai tenté, je dis bien tenté, de lire Les choses de Georges Perec. Donc du coup c'était pour la fac, c'était un livre que je devais lire pour un de mes cours, mais que j'ai totalement laissé tomber au bout de une vingtaine de pages, je pense. On est censé y suivre un jeune couple dans les années 60, plutôt de la classe moyenne, qui cherche en fait à s'extraire de cette classe moyenne. Voilà, j'ai juste absolument détesté cet ouvrage, j'ai absolument pas accroché à l'écriture ni à l'univers de l'auteur. Pourtant j'avais beaucoup aimé W de Georges Perec aussi, mais là ça n'a absolument pas marché pour moi. J'ai pas trouvé ça intéressant, j'ai pas trouvé ça... J'ai certes trouvé l'écriture originale, mais il y a des fois l'originalité malheureusement ne fait pas tout. Donc voilà, j'ai vraiment laissé tomber parce que j'ai trouvé ça fade et assez vide au final, donc tant pis pour la fac, je ferai semblant de l'avoir lu. Normalement, je maîtrise assez bien cet exercice. Et donc pour la suite, je vais vous parler de coup de cœur, et donc je vais vous parler de Jean le Bleu de Jean Giono. Donc Jean le Bleu, c'est une autobiographique de ses jeunes années lorsqu'il vivait encore à Manosque, jusqu'en 1914. Et là, c'est vraiment... Enfin, je connaissais déjà Jean Giono pour son livre Un roi sans divertissement. Et du coup, je m'attendais à certaines choses, une certaine plume, mais j'ai été juste soufflée par la beauté et la finesse, la délicatesse de ses écrits. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire. J'ai corné pas mal de pages, j'ai marqué pas mal de passages qui m'ont vraiment beaucoup plu, beaucoup touché. Il y avait vraiment
qu'il y avait quelque chose de très... très fin. On a l'impression d'être tout le temps avec lui, de voir ce qu'il voit, de sentir les odeurs qu'il sent, de visiter vraiment avec Giono tous les lieux en fait qu'il visite. Enfin, pour moi, c'était vraiment un livre parfait à lire au mois de février parce qu'il sent bon le sud, un soleil un peu doux, le mimosa, le citron. Genre voilà, c'était quelque chose que t'as envie de lire quand les beaux jours commencent un petit peu à arriver. C'est la fin de l'hiver. Il y avait vraiment quelque chose de très doux. J'ai même carrément chouiné à la fin. Donc voilà, je vous dis pas pourquoi, en soi ça ne spoil rien vu que c'est une autobiographie, mais vraiment la fin est absolument superbe. Et c'est un livre que je conseille 1000 fois à celles et ceux qui veulent découvrir Giono. Je pense que c'est une belle manière de rentrer dans son œuvre. Peut-être un petit peu plus complexe qu'avec certains de ses romans, comme par exemple Un roi sans divertissement, mais c'est juste magnifique. Pour ceux et celles qui sont amateurs et amatrices de poésie, vous allez vous régaler. Je vous laisse avec quelques extraits pour que vous puissiez vous faire une petite idée de la langue du coup. Francesque ne bouge pas. J'attends. Peut-être va-t-il relever le bras, lourdement, lentement encore, dans un de ces gestes non inscrits. Peut-être celui qui est derrière lui, celui qui connaît le passé et le futur, et celui qui voit la vie tout entière dessus-dessous comme la roue d'un arc-en-ciel sur la mer. Peut-être celui-là va-t-il lui faire encore un de ces gestes hors du monde, tout lourd d'explications. J'attends. Il ne bouge pas. Il a fini. On n'a plus rien à lui expliquer, ce n'est plus la peine. Il ne lui reste plus qu'à dormir. Plus que ça. Je te regarde, Francesque. Je regarde ce visage de mort qui lentement à travers les chairs monte. Déjà, sous ta peau transparente, il est là, avec ses os. La lumière de ton front s'éteint. Tes cheveux de laine blanche s'aplatissent comme des herbes mûres. Ta peau sangloire sue la sueur rousse des vieillards. Dans toi, il n'y a déjà plus d'hommes. Il n'y a plus que la matière de 100 sauterelles neuves, de 10 lézards, de 3 serpents, d'un beau rectangle d'herbe drue et peut-être le cœur d'un arbre. Je me penche sur toi comme sur le reflet d'un miroir. Et du coup, on passe ensuite au petit et gros pavé que j'ai lu malgré le challenge d'Audrey. Donc, dans un premier temps, j'ai lu La 9e maison de Leigh Bardugo, qui était donc la lecture commune du serveur de Cornelius. Donc, en fait, c'est la première fois que je découvre cette autrice, parce que j'avais pas du tout lu ses précédents ouvrages en young adulte. Donc en fait, on y suit le personnage de Alex Stern qui va rejoindre l'université de Yale et notamment la maison du L'été grâce à sa capacité en fait de voir les fantômes. Et donc la maison du L'été est censée protéger les 8 autres sociétés secrètes de l'université de Yale de leurs propres agissements ou des menaces qui peuvent les attaquer. Donc voilà, j'ai passé un super bon moment de lecture. Ça n'a rien de très original, ça ne réinvente pas le genre, mais j'ai adoré l'ambiance, très Dark Academia, tout ça. J'ai adoré le système de magie aussi que je trouve hyper intelligent, certes un peu flou parfois, on comprend pas tout, mais j'ai trouvé ça justement, cet aspect un peu flou, hyper intéressant parce que ça laisse de la place en fait à notre imaginaire et à se demander un petit peu comment tout fonctionne. Il y a un côté quand même assez scientifique que j'ai trouvé vraiment intéressant, on a vraiment envie en fait d'en apprendre plus. Donc j'espère que dans le tome 2 ce sera le cas parce que c'est vrai que ça manquait un petit peu pour l'instant. Donc voilà, après comme je le disais, il y avait rien de très original, on se retrouve face à une héroïne qui ne fait pas partie du même milieu, c'est un trope assez classique, mais que j'ai trouvé assez bien traité parce que ça fait pas dans le misérabilisme, c'est certes le point qui nous permet d'accrocher à Alex, mais au final, c'est bien d'autres choses qui font qu'on qu'on devient vraiment proche du personnage, et j'ai juste adoré le personnage de Pam. Voilà, mon nouvel objectif dans la vie, très clairement, c'est d'être Pam dans la 9e maison. Et donc, pour finir, j'ai lu pour la première fois un livre de Brandon Sanderson, qui est donc Tresse de la mer émeraude, qui fait partie du coup de ces 4 ouvrages secrets qu'il a écrits pendant le confinement, il me semble. Donc je l'ai acheté au hasard parce que les personnes du serveur de Cornelius font très bien
la pub de Brandon Sanderson, et ça m'a hyper donné envie de me l'acheter, de le découvrir. J'ai pas acheté l'édition spéciale parce que je la trouvais très laide par rapport à cette édition que je trouve superbe. Alors, très clairement, moi, c'est la couverture qui m'a donné envie de le lire. Hein. On met une pirate badass avec des herbes qui sortent du visage, je suis accro de suite. Et donc en fait, je l'ai littéralement lu en une journée, alors que c'est quand même un gros pavé. Mais une fois que j'ai mis le nez dedans, c'était absolument impossible pour moi de le lâcher. Du coup, dans ce livre, on y suit Tress, l'héroïne, qui est, ma foi, une jeune fille bien sous tout honneur, et tout ce qu'il y a de plus normal dans ce monde, et qui va en fait partir à l'aventure pour sauver le jeune homme dont elle est tombée amoureuse. Et donc on va suivre son évolution, on va suivre la manière dont elle grandit, dont elle évolue dans le monde, dont sa pensée change. Et en fait, j'ai trouvé ça absolument génial parce que on est face à une héroïne plutôt banale, mais en fait qui en devient, mais qui devient pas hyper badass. Genre juste elle reste, ma foi, assez banale, mais juste elle s'en tire parce qu'elle réfléchit un petit peu, et j'ai trouvé l'écriture hyper drôle. C'était plein de petits clins d'œil, de petites incrustations, des moments où le narrateur parle directement au lecteur. Enfin, j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai trouvé tout l'univers hyper fouillé. C'est ces océans de sport où il y en a différents, qui ont différentes actions. Enfin, la gestion des sports, j'ai trouvé ça hyper intéressant, et j'espère vraiment que du coup il y a d'autres livres où on en parle parce que j'ai trouvé ça trop bien et que j'ai vraiment envie d'en savoir plus. Donc voilà, grosso merdo, c'est quand même une lecture que j'ai vraiment adorée et qui m'a carrément donné envie de me plonger vraiment dans le Cosmere et de lire tous les livres de Brandon Sanderson. Malheureusement, ça coûte un bras parce qu'il y en a beaucoup. Donc ça se fera petit à petit quand j'aurai réussi à vider un petit peu ma bibliothèque. Et donc voilà, c'est tout pour le mois de février, hein, c'est déjà pas mal, c'était une bonne pile à lire. N'hésitez pas à me parler de vos lectures en commentaire, et puis on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo qui sera aussi un point lecture, mais cette fois sur le mois de mars, qui me permettra aussi de faire le bilan de mon premier mois du Shiny Spring Challenge.